Si Bouygues a décidé de participer à un salon comme celui-là, qui est une participation qui est une grande première, d'habitude c'est pas franchement le genre de la maison, c'est que cette grande entreprise du CAC 40 fait partie de ces entités dont les conférences du climat vont pour la première fois tenir compte de la contribution, au même titre que celle des grandes villes, au même titre évidemment que celle des États. Cette contribution va être prise en compte parce que cette conférence est celle des solutions et que des solutions, ces entreprises en mettent déjà en pratique sur le terrain pour atteindre ce fameux objectif des 2 degrés dont on parle tant. Alors, Bouygues n'est ni un magicien omnipotent, ni un vendeur de solutions, mais plutôt un rassembleur de modèles, de références qui font leurs preuves et qui, associés au savoir-faire de Bouygues, démontrent leur efficacité. Tout cela grâce à la concertation étroite avec les clients. La parole de ces clients est très entendue depuis le début de ces ateliers, simplement parce que tout le monde est d'accord, compte tenu de l'urgence des enjeux. La clé, l'une des clés, c'est l'humilité. Il faut en finir avec l'arrogance. Il faut cette concertation, cette collaboration, elle est vitale. Elle est vitale pourquoi? Pour préserver l'environnement, évidemment, mais pour préserver l'homme. Si Bouygues construit, si Bouygues rénove, c'est bel et bien pour mettre des gens, des usagers dans ces bâtiments. Et la parole des usagers sera également très, très entendue pour ce sujet consacré aux écoquartiers en Europe, de Lille à Nice, en passant par Nantes, Lyon, Issy-les-Moulineaux ou Grenoble. La ville durable à la française, Vivapolis, comme la désigne le ministère du Commerce extérieur, est devenue une arme pacifique, évidemment, à l'exportation. Je me souviens qu'avec les équipes des enquêtes Ushuaïa TV, en décembre 2013, nous avions réalisé un film en Chine, ça s'appelait Vivapolis, Made in China. À l'intérieur de ces villes, la notion d'écoquartier est apparue en France, vous le savez, dans la foulée du Grenelle de l'environnement. Le label national écoquartier est né officiellement en décembre 2012. Alors, à quoi cela correspond-il? Qu'en est-il ailleurs, en Europe, en Suisse, en Grande-Bretagne? C'est le sujet du jour. Pour en parler autour de moi, Pascal Mirallier, bonjour. Vous êtes directeur développement immobilier de Losinger Marizzi, Bouygues Entreprises France en Europe. Et à ce titre, vous avez participé au démarrage de cette aventure des écoquartiers Bouygues, une aventure dont la première étape s'est passée en Suisse. Oui, alors je suis en effet en charge en Suisse alémanique du développement immobilier. Le développement immobilier, en 2 mots, c'est tout ce qu'il faut faire avant de pouvoir démarrer la construction d'un bâtiment. Donc cela englobe l'identification et la recherche des fonciers, la définition de l'utilisation qu'on veut faire du bâtiment, toute la planification jusqu'à l'obtention d'un permis de construire, et bien entendu après la recherche d'utilisateurs et la recherche d'investisseurs pour être propriétaire du bâtiment. Alors en effet, il y a environ 10 ans, en Suisse, Losinger Marazzi s'est intéressé à 2 gros fonciers, 2 gros terrains, un à Gland et un à Zurich. Et donc, ça nous a fait changer d'échelle. Ça nous a fait passer d'une échelle de développement immobilier d'une parcelle, d'un terrain, à celle d'un quartier. On parle à chaque fois de terrains de plus de 7 hectares. Et donc, on a créé chez nous un nouveau métier, le métier d'aménageur, pour justement développer ces nouveaux quartiers. Alors vous savez comment on dit écoquartier, non, comment on dit Gland? Vous parlez de la ville de Gland plutôt, hein, effectivement située entre Lausanne et Genève. Gland en norvégien, on dit Eikenot. J'ai appris ça aujourd'hui. Eikenot, c'est le premier écoquartier estampillé Bouygues Construction. Ça fonctionne depuis 18 mois et nous y retrouverons tout à l'heure notre envoyé spécial Sybille Blanc-Ségovia. Si l'expérience suisse a été précurseur, eh bien, elle a fait des petits depuis. Hein. Cyril Delaborde, bonjour. En tant que directeur général adjoint de Bouygues Bâtiment Grand Ouest, hein, c'est bien cela. Vous allez nous parler de l'éco-village des Noé. Oui, alors vous faites bien de dire que l'expérience suisse a fait des petits. Notre projet est beaucoup plus modeste puisqu'on
on disposait d'1 hectare ou 1,5 hectare dans une ville de 30 000 habitants à une échelle différente et qu'avec des moyens un petit peu plus limités, il y avait pour autant un maire ambitieux, un bailleur social, différents acteurs qui avaient envie de concevoir un quartier de demain. Voilà, donc ça a été un travail commun et assez long puisqu'on y a travaillé un peu plus de 5 ans. Voilà, on fait un métier qui se ressemble évidemment puisqu'on est acteur de la construction et de l'immobilier en région sur l'ensemble de la Normandie et plus largement de l'ouest de la France. Et on en parlera notamment également avec Philippe Madec, hein, un architecte militant du développement durable que vous entendrez pendant cette conférence. Nous irons également en Grande-Bretagne, où effectivement il y a, comme vous le savez, également des écoquartiers. Nous y rejoindrons Nicolas Guérin qui est responsable du développement UK pour Bouygues. Alors, un premier sujet pour savoir de quoi on parle. Hein. Il y a, on l'a compris, hein, des visions à géométrie variable de ce qu'est un écoquartier. Cyril Delaborde, construire un écoquartier en France, ça veut dire quoi au-delà du label? Au-delà du label, pour l'expérience qu'on en a, hein, qui est modeste, ça a été surtout travailler avec d'autres, de façon très collaborative, comme on le dit beaucoup en ce moment, avec une ville, avec des élus, avec un bailleur social, avec des acteurs de l'immobilier, en équipe. On verra comment l'affaire s'est déroulée, mais avec un architecte dont vous avez dit un petit mot, des bureaux d'études qui ont de l'ambition aussi, hein, dans le bureau d'études Tribu. Et voilà, il y a eu un vrai travail de convergence à faire sur du soft, la composition urbaine du projet, les déplacements, etc., sur du technique, des questions d'énergie, d'isolation, de gestion de l'eau, etc., et puis en même temps sur de l'économique, parce que préserver ces deniers, c'est aussi une façon de faire du développement durable et qu'on n'est évidemment pas avec un compte sans fin. Il fallait en même temps gérer l'économie du projet. Tout cela fait que ça nous a pris 5 ans avant que l'opération s'engage physiquement, démarre en chantier et qu'au total, entre la première idée et la livraison, se seront déroulés 7 ans. Le facteur temps, hein, ça c'est un des éléments très importants dans cette aventure des écoquartiers. Les Suisses, Pascal Mirallier, avec quelques longueurs d'avance en la matière. Hein. Alors, c'est un pays qui a la réputation d'être propre, neutre, sans histoire, un pays riche aussi. Est-ce que la vision que l'on a en Suisse d'un quartier durable répond à ces critères ? Alors, propre, riche et neutre, j'aurais du mal à essayer aujourd'hui de vous convaincre du contraire. Sans histoire, je mettrai un petit bémol. La Suisse développe des labels énergétiques au niveau des bâtiments maintenant depuis une vingtaine d'années, sous le nom de Minergie. Et la Suisse, au niveau de la Confédération, a inscrit dans sa politique énergétique le concept de la société 2000 watts. Donc la société 2000 watts, l'objectif, c'est de réduire par 3 notre consommation énergétique globale. Ce qui équivaut à ramener à une consommation d'équivalent, à une production d'équivalent carbone de 1 tonne par habitant par an. Cet objectif de la société 2000 watts, il est figé dans le temps, il est fixé dans le temps pour 2150, donc on a le temps devant nous. Mais très clairement, nous avons, nous, Losinger, pris le pari de suivre ce critère. Et nous avons, avec un écoquartier à Zurich qui s'appelle Green City, décidé, avec les autorités suisses, de créer un label quartier qui n'existait pas jusqu'à maintenant en Suisse. Et donc on a, sur ce site de Green City, créé le label Société 2000 watts quartier. Donc les Suisses sont habitués, sont sensibilisés à l'éco-construction. Un chiffre clair, si on regarde la commande de notre entreprise depuis 12 mois, 90% des bâtiments que nos clients suisses nous ont commandés sont labellisés. Et les 2 tiers de ces labels, c'est des labels de 2e ou de 3e génération, donc des labels très exigeants. Allez, on commence notre voyage en Europe, notre petit voyage en Europe. On va franchir la Manche. Vous allez voir que pour les Anglais, au-delà de la préservation de l'environnement, l'homme et la diversité sociale priment. On retrouve Nicolas Guérin, je vous le rappelle, qui est responsable du développement UK pour Bouygues. On va l'écouter. L'Angleterre est un marché qui est beaucoup plus axé sur la personne, sur les gens,
que sur finalement la technologie. Donc on va davantage mettre l'accent sur la manière dont on peut vivre ensemble, sur les communautés, plutôt que sur la technologie. Ils mettent le commerce ou des éléments de communautaire comme axe central pour faire du développement durable. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est qu'on engage énormément de discussions avec les communautés locales, les voisins, la ville, pour faire que les gens vivent ensemble, donc des gens qui viennent d'horizons très différents, qui n'ont pas les mêmes moyens. Donc on a une intégration sociale qui est beaucoup plus importante et qui favorise justement le développement durable sur le long terme. On est sur une attitude qui est beaucoup plus axée vers, comme je le disais encore, vers la personne, vers la promotion d'une vie en communauté, plutôt que uniquement axée sur la partie écologique du quartier. La partie écologique du quartier est plutôt une conséquence, est un des éléments, mais ce n'est pas fondamental dans la stratégie anglaise. C'est un marché qui est beaucoup plus axé sur la personne, voilà, sur les gens. On a compris. Pascal Miralliès, Cyril Delaborde, une première réaction à ce que vient de dire Nicolas Guérin. L'homme au cœur des enjeux, ça semble quand même être une évidence, y compris dans les pays où vous opérez, la Suisse ou la France pour vous, Cyril? Une évidence dans le principe, oui, mais on voit apparaître, et je crois en France aussi, un besoin de société qu'au-delà de la conception de bâtiments de qualité, on s'intéresse à ce qui se passe après la livraison des bâtiments, à la vie des quartiers. On parle beaucoup du vivre ensemble, mais le mot est peut-être un peu tendance, mais il est terriblement humain. Il répond à un vrai besoin. Voilà, qu'au-delà de la livraison des bâtiments, on se pose la question de comment y vivront les gens, comment on peut tisser du lien social, comment on peut travailler avec des associations pour que la vie locale du quartier se mette en route de la meilleure façon possible. Pascal Miralliès, on va entrer dans le détail de l'aventure d'Eikonote, mais la diversité sociale en Suisse, c'est un sujet qui prime, qui est primordial ou pas? Absolument, oui. Donc, nos interlocuteurs publics ont le souhait, bien entendu, de développer des écoquartiers, de développer des quartiers dans lesquels on leur propose de la mixité sociale. Et ça passe même maintenant au niveau législatif, où tous les gros fonciers maintenant développés doivent proposer 30% de logements dits coopératifs, qui est l'équivalent du logement à loyer modéré que l'on peut connaître en France, ou l'équivalent du HLM en France. Donc les écoquartiers, ce n'est pas des ghettos pour gens hyper privilégiés qui ont les moyens. Non, ça ne doit pas être ça. Non, Eikonote est un bon exemple, Green City l'est aussi. Ce sont des écoquartiers où on a réussi à trouver une mixité sociale en proposant un tiers de logements coopératifs, en proposant du logement locatif marché libre, en proposant du logement en accession, et en y intégrant aussi une notion de mixité intergénérationnelle, avec des logements pour personnes âgées, avec des logements pour familles nombreuses, et donc pour assurer cette réussite. Le critère, comme on le disait tout à l'heure, le critère primordial dans tout ça, c'est la satisfaction de l'utilisateur de l'écoquartier. Et cette satisfaction, on ne l'aura pas en créant des ghettos où ça ne sera pas très satisfaisant. On va le constater tout à l'heure en y allant à Eikonote. Mais comment a démarré cette aventure d'Eikonote? La ville de Gland, c'est 10 000 habitants à peu près, entre Lausanne et Genève, je rappelle. C'est une petite ville qui est coincée entre Lausanne et Genève, au pied du Jura, face au lac. Ville qui a la chance de subir une forte croissance économique, mais cette croissance économique malheureusement est entravée par un grave problème qui est le manque de logement pour loger toutes les personnes qui souhaitent venir y travailler. Pour avoir un chiffre en tête, le taux de vacance de logement en Suisse en général est inférieur à 1%. Et sur une ville comme Gland, il est proche de 0,1%. Donc ça veut dire que trouver un logement est une
est un chemin de croix. Et donc, la naissance d'Iconote, c'est la conjonction de plusieurs facteurs. Une volonté politique de la ville de Gland de rapidement, non pas développer un projet, mais un quartier pour y loger le maximum d'habitants. Iconote, c'est 485 logements, donc 1200 habitants. On a créé avec un quartier une augmentation de 10% du nombre d'habitants de la ville de Gland. Donc tout d'abord cette volonté politique avec une volonté de mixité sociale et puis le fait que Losinger Marazzi avait identifié 19 parcelles avec presque autant de propriétaires différents. Alors il faut savoir que c'est aussi un des challenges de notre sport, c'est que quand on a 19 parcelles et de nombreux propriétaires, notamment en Suisse du fait que, comme vous le rappeliez, c'est un pays riche, et bien les propriétaires fonciers ne sont pas tous vendeurs. Et ceux qui sont vendeurs n'ont pas tous les mêmes intérêts. Et donc le premier exercice consiste à mettre d'accord tous ces propriétaires fonciers, de les fédérer autour d'un projet. Et c'est le challenge qu'on a réussi à relever. Et c'est clair que cet impact très fort a été la fédération de ces 19 propriétaires. La volonté politique, un premier point commun finalement entre vos deux aventures, Cyril Delaborde au Val-de-Reuil, cette ancienne ville nouvelle. Il a fallu la volonté politique d'un maire pour arriver à faire naître l'éco-village des Noé. Oui, absolument. Val-de-Reuil, c'est un peu une illustration des grands rêves des architectes et ingénieurs de l'État. On a créé une ville nouvelle dans les années 1970 où on a rêvé de construire des choses différentes, d'organiser la ville de façon rationnelle, de séparer les flux. C'est un peu l'époque peut-être de l'urbanisme de Dalle, les piétons à un endroit, les véhicules à un autre, pour pas que les gens se croisent, etc. Et malgré un certain dynamisme économique, parce qu'il y a des industries très très significatives, la ville en tant que telle n'est pas agréable et donc elle s'est paupérisée au fur et à mesure des années. Et le grand défi du maire, Marc-Antoine Jamet, qui a un profil je trouve qui est intéressant, à la fois socialiste et développant une vraie gestion sociale de sa ville et en même temps homme d'entreprise, il travaille dans le privé par ailleurs. C'est quelqu'un qui s'est donné l'ambition de faire changer l'image de sa ville, d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, travailler sur l'aménagement urbain, d'engager beaucoup d'opérations de renouvellement urbain dans 80% du parc et social, et puis en même temps de lancer quelques opérations emblématiques pour changer l'image de sa ville. Et cette opération-là en est issue. Elle était aussi issue, un tout petit mot, de la volonté conjointe d'un bailleur social, un acteur modeste, bailleur social de l'Eure, moins de 10 000 logements, qui a un moment envie lui aussi de se projeter dans l'habitat de demain et qui conjugue sa volonté et celle du maire, puisqu'il prend le rôle d'opérateur sur cette opération pour la lancer. Voilà, donc la volonté politique d'un maire, le savoir-faire d'un constructeur, la volonté également d'un bailleur social et les compétences d'un architecte dont je disais qu'il est militant. Philippe Madec est très connu dans le domaine du développement durable. Entre utopie et pragmatisme, une aspiration qui est en train de naître quelque part du côté de Rouen. On n'est pas très loin de Rouen, c'est ça. On l'écoute. Philippe Madec. C'est la nature même du projet qui permet de répondre à cette aspiration. Ici, il y a une programmation qui est mixte, logement en accession sociale, logement locatif social, et aussi toutes les autres activités liées à la fois à l'horticulture, à la pédagogie, avec la marque pédagogique, l'activité de lien social que les jardins familiaux procurent, la possibilité de lieux de retrouvailles avec le parc des bords de l'Eure. Ici, l'échelle, donc une centaine de logements et quelques programmes, y compris une crèche, permettent d'envisager qu'il y ait véritablement une vie sociale qui s'installe dans le projet de l'éco-village des Noé. D'autant plus que la structure générale des espaces publics a été faite en sorte que la possibilité de marcher à pied, on va dire d'utiliser les cheminements doux, a été poussée jusqu'au bout de la démarche. Les voitures sont en périphérie, jamais très loin des maisons, mais tout le village est poreux, les piétons et les cycles s'y promènent. La vue permet de voir aussi l'Eure qui est toute proche. Donc il y a certainement une qualité de vie qui va arriver là, qui est, je pense, déjà très, très lisible dans le projet tel qu'il se construit aujourd'hui. C'est la nature. Cyril Delaborde, en écoutant Philippe Madec, on a l'impression d'entendre quand même des réflexions de bon sens finalement, puis la description de la vie d'un quartier
comme elle va. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire finalement à cela, avoir envie d'avoir une crèche à proximité, d'avoir des transports à proximité également? Qu'est-ce que la notion d'écoquartier apporte à un quartier classique finalement? On y retrouve, vous avez raison, beaucoup de bon sens. Certes, peut-être un peu d'ambition quand même particulière quant à l'envie de préserver la planète. Alors, Philippe Madec n'en parle là, hein, on conjugue la composition urbaine du projet avec une ambition environnementale très marquée. Les logements sont passifs, chauffés au bois pour une question de bilan carbone de l'opération, chauffage bois et eau chaude sanitaire. Donc ils sont ce qu'on appelle zen, pas d'énergie fossile. On a investi très très fortement sur l'espace au sol, l'aménagement paysager. On est sur les bords de l'Eure, c'est un site assez étonnant. On a d'ailleurs à un moment hésité à concevoir un projet à cet endroit-là, en zone inondable en partie. Tout le site ne l'est pas, bien sûr. Donc évidemment, on joue avec la nature, avec l'eau, avec l'air, avec le paysage pour intégrer l'opération. C'est des objectifs très pratiques. Éviter, bien sûr, qu'on empiète dans le val inondable. Hein. Il n'y a pas d'impact sur le val inondable de l'Eure. Et puis faire rentrer l'eau dans certains endroits du parc paysager. On a créé une mare pédagogique, il en parle un petit peu, une frayère à brocher, etc. Voilà, on fait rentrer la ville, la nature à l'intérieur d'un nouveau quartier. Donc il y a une vertu expérimentale et pédagogique pour les gens qui y vivent et également pour les constructeurs, pour les architectes, etc. On a l'impression d'un laboratoire, vous nous décrivez comme un laboratoire finalement. Absolument, et on a appris beaucoup les uns des autres en travaillant en équipe. Alors, on retourne, si vous le voulez bien, du côté de Londres, hein, dans la banlieue de Londres, pour découvrir Kennington. Kennington, effectivement, c'est l'écoquartier à l'anglaise Made in Bouygues. On retrouve Nicolas Guérin pour la description de ce nouvel écoquartier. Kennington, c'est un borough qui est à l'est de Londres, sur lequel on développe actuellement plus de 1000 logements. Beaucoup de commerces, un cinéma, des hôtels, une résidence étudiante. Donc l'idée, c'est vraiment de recréer un quartier de ville. Alors, créer ce quartier de ville, comment on l'a fait? On a travaillé énormément avec la commune de Newham. On a travaillé aussi avec la communauté, telle manière à s'assurer que le projet s'intègre parfaitement, que les réponses qu'on donne en termes urbanistiques, finalement conviennent à la population locale, conviennent à la ville. Donc il y a eu un travail d'engagement, un travail de concertation avec l'ensemble des intervenants qui a été absolument colossal. Ça a été complètement détruit pendant la guerre, reconstruit à la va-vite comme beaucoup d'opérations à Londres ou en France d'ailleurs, et finalement on s'est retrouvé avec une poche de logements sociaux absolument incroyable. Et notre projet avec la ville, ça a été finalement de casser finalement ce cercle infernal et de transformer un quartier qui était fait en logements sociaux en un quartier qui va accueillir aujourd'hui des logements sociaux, de l'intermédiaire et beaucoup de logements privés. En 2008-2009, on aurait pu acheter ce terrain cash aux alentours de 10 millions et faire un peu ce que l'on souhaite. À la différence de cela, on s'est mis d'accord avec la ville de Newham pour avoir ce partenariat et qui fait qu'aujourd'hui, la valeur du terrain et ce qu'ils récolteront à long terme de ce terrain est largement supérieur à 25 ou 30 millions. Donc on voit bien que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Cette idée, Pascal Mirallier, Cyril Delaborde, d'un engagement à long terme des entreprises et des différents partenaires, au-delà des coûts financiers, au-delà de la spéculation, c'est aussi ce qui caractérise l'aventure des écoquartiers en Europe? Il est clair qu'en comparaison d'un développement d'un bâtiment qui prend déjà pas mal de temps, le développement d'un écoquartier, on est sur des échelles de temps qui peuvent aller jusqu'à 10 ans. On démarre actuellement les premiers bétonnages de Green City, les premiers bétons sont coulés en ce moment. La première réflexion et la première échange avec le propriétaire foncier ont été faites il y a 10 ans. Et donc c'est 10 ans de procédure, de développement. Donc il faut avoir à la fois de la ténacité,
il faut prendre les décisions suffisamment tôt et fixer ses objectifs, notamment en termes de performance énergétique suffisamment tôt, mais avec la difficulté que pendant ces 10 ans, eh bien, le marché va changer, les labels vont évoluer, les techniques vont évoluer, donc il faut à chaque décision s'assurer que la décision que je prends à l'instant T n'est pas irréversible et je pourrais quand même adapter mon projet le jour où il sera réellement construit à la dernière technologie, à la dernière attente du marché ou à la dernière performance que l'on voudra atteindre. Donc la notion de temps est une notion qui prend tout son sens dans le développement d'un écoquartier. Et c'est la même chose en France, Cyril Delaborde? Oui, absolument. Et d'un certain point de vue, on travaille sur plusieurs échelles de temps à la fois quand on travaille avec l'architecte, hein, puisqu'en fait on est en équipe. Architecte, entreprise, bureau d'études pour répondre à un concours. On travaille sur la composition urbaine du projet, on travaille à l'échelle de 50 ans ou de 100 ans. C'est cette échelle-là qu'on verra si ça fonctionne bien dans la durée. Quand on travaille sur l'objet, sa réalisation immédiate avec des contraintes économiques, ben, on est presque sur l'instantané. Quand on est avec un bailleur social qui a l'avantage d'être un opérateur qui gère son patrimoine en tant que tel, hein, quand on vend du logement en accession, alors il y en a une partie, ben, on s'adresse à des individuels. Là, le bailleur va avoir son patrimoine et va le gérer pendant 20 ans, 30 ans. Il se pose des questions très, très pratiques de vie de ses bâtiments, de maintenance technique, de réalité de l'engagement de consommation énergétique, par exemple. Et dans cette opération, on a souscrit des engagements très pratiques pour que sur 8 ans, on se soit engagé à l'avance sur combien d'énergie va consommer le bâtiment. Il en consommera très peu puisque les bâtiments sont extrêmement bien isolés d'une performance de niveau passif. Voilà, donc on travaille sur des tas d'échelles de temps à la fois de l'immédiat jusqu'à 50 ans. Et qu'est-ce qui peut se passer aussi bien en France qu'en Suisse si ces engagements, vous n'arrivez pas à les tenir, si vous les ajustez, vous avez contractuellement, comment ça se passe finalement? Ça, j'imagine que tout dépend du cadre dans lequel on est. Est-ce qu'il y a une sorte de responsabilité contractuelle sur la vie du quartier à l'échelle de 50 ans? Non, ça serait un peu difficile à écrire, à souscrire. C'est l'engagement des acteurs qui essayent de voilà, que le Donc c'est une question de parole d'entreprise? Pas uniquement, c'est une question de philosophie, d'action commune, à un moment ou à un autre, et je dis ça, c'est pas des mots, tous ceux qui ont travaillé sur ce projet sont devenus un peu éco-citoyens. Voilà, qu'on soit constructeur, mainteneur, avec des contraintes très techniques, architecte, maire, qui a des envies de moyen terme, mais aussi des contraintes immédiates à sa façon, et pense aux prochaines élections. Je crois que chacun a dépassé ça, l'a mis de côté, et qu'on s'est soudé autour d'un objectif commun sur ce projet, en étant éco-citoyen. Et l'architecte, je crois, le dit avec ces mots aussi. Peut-être un tout petit mot complémentaire. Comme on voit qu'il y a des gens très pragmatiques autour de la table, dont mon bailleur social qui pense à mon bâtiment, comment ils vont vivre. Oui, là, on souscrit des engagements contractuels. Si sur les 8 années à venir, qui est un bon pas de temps pour mesurer la performance énergétique réelle du bâtiment, on la dépasse, il y a des sanctions. Évidemment, l'opérateur que nous sommes assume les consommations d'énergie qui seraient éventuellement plus fortes. Mais plus que ça, il y a des sanctions contractuelles qui ont poussé à une vraie vertu technique au moment où on conçoit l'opération, ces systèmes techniques, et où on la réalise. Voilà, c'est un des points communs avec ce qui va se passer au Bourget pendant 15 jours. Hein, c'est cet engagement vérifiable, contrôlable et juridiquement contraignant. Ça, c'est l'objectif et vraiment la vertu historique finalement de cette conférence du climat qui se prépare. On y va à Equenote ensemble. On va aller voir comment les gens y vivent grâce à notre envoyée spéciale. Elle s'appelle Sybille Blanc-Ségovia. Elle va partir à la rencontre de ces habitants qui vivent maintenant à Equenote depuis 18 mois. Nous voici dans le quartier Equenote qui prend vie grâce à l'arrivée de ses habitants. Pour rappel, ce sont 1200 personnes environ qui s'y sont installées, soit 10% de la commune de Gland. Alors comment ces gens vivent-ils ici? Comment apprécient-ils leur quartier? On va directement leur poser la question. Bonjour. Bonjour. Depuis quand vous habitez à Equenote? Ça fait un peu plus d'une année maintenant. Et pourquoi vous avez emménagé ici? On cherchait un bien dans la région. Et puis l'idée nous a bien plu, l'idée d'un écoquartier.
l'aspect financier aussi, parce qu'effectivement, ça nous fait faire des économies d'énergie et les prix étaient assez attractifs, donc on a foncé dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous trouvez particulièrement spécial dans ce quartier? C'était l'idée d'avoir tout à proximité et de ne pas avoir besoin de prendre la voiture. On a vendu une de nos 2 voitures et d'avoir la pharmacie, la coop, la crèche pour les enfants. Et la dimension écologique du quartier, c'est quelque chose d'important pour vous? Oui, parce que justement, il y a aussi les jardins. On peut trier nos déchets, tout à proximité. Ça nous facilite la vie, puis ça donne plus envie de le faire. Et puis la mobilité douce aussi, prendre les vélos. Qu'est-ce qu'il y a de spécial pour vous ici à Econote? C'est le développement de la convivialité entre habitants. Je crois que c'est un très bon thème pour un quartier. Parce que d'habitude, dans les autres quartiers, les gens ils se touchent bonjour, comme ça. Et là, on sent que les gens ont envie de communiquer. Pourquoi vous vous êtes installé ici? C'est essentiellement l'aspect justement écologique. Justement, on vient de visiter la chaufferie qui est très intéressante, très bien mise en place avec l'aspect du bois qui est brûlé pour chauffer un peu tout ça. C'est tout cet aspect-là du quartier qui nous a séduits. Une chose que vous aimeriez relever? Le fait qu'on puisse être amené à rencontrer différentes personnes, de différentes cultures, différents âges aussi. Est-ce qu'il y a un coup de cœur que vous avez par rapport à l'éco-quartier que représente Econote pour vous? Les bâtiments qui ont quand même une belle allure et puis les petits jardins qui sont à disposition des habitants. Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement précieux pour vous ici? C'est très familial, extrêmement familial. C'est aussi très facile d'accès. Nous sommes une famille avec 2 enfants et nous n'avons pas de voiture. Et on s'en sort. Pour travailler, donc on est à 10 minutes de la gare à pied. On a énormément de possibilités de balades. Le coin est magnifique. Puis la dimension écologique, éco-quartier, ça vous touche? Énormément. Au départ, on n'était pas à ce point écolo. Et maintenant, on s'est aperçu qu'on a acheté une tondeuse sans moteur. Ça marche très bien. C'est vraiment un site extraordinaire pour les familles. Le pari audacieux de Losinger Marazzi est réussi. Econote, le premier écoquartier de Suisse, est un endroit où il fait bon vivre et où les innovations sont au service de ses habitants. Un quartier précurseur qui laisse présager d'autres quartiers comme celui-là dans le futur, à la fois écologique et humain. Voilà, une visite de quartier plutôt engageante. Il faut savoir, Pascal Mirallier, qu'une animatrice de quartier avait été désignée pendant 18 mois, qui a joué ce rôle de fédérateur entre ces différentes communautés, ces différentes générations également. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi dans le développement d'écoquartiers, c'est qu'on est amené aussi à créer des nouveaux métiers dont on n'avait pas l'habitude. Alors on utilise des spécialistes au départ, comme des sociologues par exemple, qui n'étaient pas des gens qu'on avait l'habitude d'associer à nos développements. Mais en phase exploitation, on a été amené en effet à embaucher une collaboratrice pendant 18 mois qui avait comme vocation d'initier, de lancer tout ce qui fait que l'écoquartier vit et est animé avec des relations entre les locataires, avec des animations, avec des ateliers et avec de la sensibilisation au bon fonctionnement que l'utilisateur peut faire de cet outil. Je pense qu'un écoquartier, c'est un outil qu'on met à disposition des habitants, mais c'est les habitants qui font que le quartier est éco ou durable. C'est-à-dire que le bâtiment est très performant, consomme très peu d'énergie. Si je chauffe à 25 degrés et les fenêtres ouvertes, ou si je prends ma voiture alors que le train a été installé à 200 mètres, mon quartier ne sera pas durable. Et donc, je pense que c'est très intéressant de voir ça et ça donne envie de continuer parce qu'on voit que des gens, finalement, qui ne se disaient pas écolo, comprennent en habitant dans un écoquartier que c'est important et ça donne de la valeur à tout ce que l'on fait. Et ça, c'est de la part d'un groupe qui est un ensemble de gens, d'ingénieurs, finalement. Vous vous mettez tous à avoir une dimension sociale très, très importante. Cyril Delaborde, en fait, vous inventez aussi de nouveaux métiers beaucoup moins techniques, finalement. On reste ingénieur à un moment, à un autre. On va pas le nier, bien sûr, mais l'intérêt de ce type de projet, c'est justement dans un travail très très partagé, hein. Je le mentionnais avec des élus, bailleurs, architectes, etc. C'est à un moment à un autre, effectivement, d'épouser d'autres problématiques d'urbanisme, de société, de vie des quartiers. Et je crois que les gens y prennent un vrai plaisir personnel, que ça change la culture de l'entreprise,
à un moment ou à un autre. On le dit tous, les jeunes générations le sont peut-être un peu plus, mais je crois que ça concerne tout le monde. On cherche du sens dans nos métiers, au-delà de la passion de construire des bâtiments. On cherche du sens à donner, et je crois qu'on est de plus en plus heureux de pouvoir penser à des enjeux de société, y travailler dans ce type de cadre. La quête de sens, hein. Philippe Madec, notre architecte du jour, en parle avec brio à travers cette concertation que j'évoquais d'emblée dès le début de cet atelier entre les différents partenaires de ce projet, une concertation efficace et riche d'avenir. Je vous propose de retrouver Philippe Madec. C'est un vrai travail collaboratif, il n'y a aucun doute sur cela. La relation entretenue par le bailleur social avec la municipalité, qui est déjà une relation riche et intelligente, puis avec l'entreprise, et aussi avec l'ensemble des partenaires de la maîtrise d'œuvre, puisqu'on a une maîtrise d'œuvre très large, avec des écologues, avec des gens pour les fluides, avec un paysagiste. L'ensemble du groupe de conception ici a vraiment été cohérent. Et le fait qu'il y ait dans ce groupe une association qui fait de la réinsertion sociale par l'horticulture bio apporte une dimension inédite à laquelle on a été très attaché et qui sert évidemment, enfin, ce n'était pas évident au début, ça l'est devenu petit à petit, qui sert à la qualité humaine du projet. C'est un vrai travail collaboratif. Alors, en vous écoutant, Cyril Delaborde, en écoutant Philippe Madec, on a vraiment l'impression de vivre au pays des bisounours. Hein. Compte tenu du temps que ces projets prennent, c'est pas possible qu'à un moment donné, ça frite pas un peu entre un écologue, des ingénieurs, vous. Enfin, comment passer outre finalement ces différents points de vue pour arriver à construire un projet et pas perdre trop d'argent? Oui, on n'est pas au pays des bisounours, effectivement, mais à un moment, ce qui fait converger toute une équipe, c'est l'envie partagée, que le projet prenne vie. Ça sera mieux avec le mien. Oui, donc à un moment, je dis que ce qui fait converger toutes les parties, c'est l'envie partagée, que le projet prenne vie. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on a trouvé une adhésion et un partage de points de vue assez immédiat. La question économique a joué, évidemment. Le principal opérateur, donc l'opération en pratique, elle est à 80% logement social, 20% accession, simplement parce que ça correspond aux revenus des gens qui sont sur Val de Rail. Hein. Le bailleur social, il a ses propres équilibres économiques, il a des loyers qui demain seront plafonnés et donc qui nécessairement contraignent son budget initial. Alors certaines collectivités ont donné un petit coup de pouce sur l'opération, notamment sur tout le parc paysager et l'aménagement au sol, mais pour autant, il y avait des équilibres économiques, comme nous a dit le bailleur au moment où il a choisi notre équipe à tenir. Et oui, il y a eu un travail de convergence avec des choses faciles et puis des choses où effectivement de temps en temps ça frottait un peu, mais au bout du compte, on est arrivé, je crois, à des compromis intelligents qui tiennent compte à la fois des contraintes du bailleur en particulier et puis de l'envie qu'on ait une vraie ambition sociale et environnementale sur ce projet. Alors, pour que ça marche, il faut avoir également une capacité... je vais reprendre ce micro qui est décidément le plus efficace. Pour que ça marche, il faut avoir une capacité d'adaptation à un marché, entrer en immersion au sein de ce marché. Nicolas Guérin, responsable du développement UK de Bouygues, y parvient. Manifestement, il aime le terrain où il vit et il est en même temps fier de cette French Touch ou de cette Bouygues Touch. Je vous propose de le réécouter. Chez Bouygues, on a une dimension très publique dans notre façon de discuter les gens, d'appréhender les problèmes. Et je pense qu'on comprend très bien le secteur public. Et c'est ce qui s'est passé dès le départ avec la ville de Newham. On a réussi finalement à trouver un modus vivendi et un modus operandi très rapidement sur des principes généraux qui sont le partenariat. Et finalement, c'est ça qui a surtout plu à Newham, à London Newham, puisqu'on a réussi véritablement à créer cet esprit de confiance avec eux. On essaye de faire vivre les quartiers ensemble, de faire vivre les gens ensemble, pardon, dans le quartier, ça c'est fondamental. Donc vraiment axé sur la communauté locale, sur l'intégration des populations, l'intégration des usages, ça c'est fondamental.
Et je pense qu'on est moins axé sur les aspects technologiques. La France est un pays d'ingénieurs. Ici, on est peut-être un pays de boutiquiers, mais finalement, je pense que ça permet quand même d'avoir des régénérations qui sont moins, qui sont plus humaines d'une certaine manière, moins stériles, si je puis m'exprimer ainsi. Comment vous percevez ces propos de Nicolas Guérin outre-Manche? Est-ce que vous pourriez tenir ce type de propos pour les marchés qui vous occupent en Suisse, par exemple, Pascal Mirallier? Oui, alors je pense qu'il faut trouver un bon équilibre entre l'innovation et la technologie qu'on doit quand même apporter à nos utilisateurs et en effet le bien-être de l'utilisateur. Je pense que l'innovation est nécessaire sous réserve que ce qu'on apporte soit vraiment utilisé, et c'est là que les feedbacks que l'on peut obtenir grâce à des enquêtes, alors on ne fait pas que des micro-trottoirs, on fait aussi des enquêtes de satisfaction des habitants d'Aikonaut avec des questionnaires très précis pour vraiment balayer un ensemble de thèmes et avoir un retour très cru et très clair de ce qui fonctionne, mais aussi de ce qui ne fonctionne pas, de manière à pouvoir, sur les prochains écoquartiers, et bien faire le tri un petit peu dans toute cette nouvelle technologie qui est à disposition. Il suffit de voir les stands qu'on a aujourd'hui. On ne peut pas tout faire, il faut bien choisir, et clairement sur les premiers écoquartiers on a eu des réussites, et puis il y a certains éléments qui sont moins appréciés, moins utilisés, et donc on va utiliser bien entendu toute cette matière première maintenant pour nous améliorer et essayer de cibler de mieux en mieux les attentes technologiques de nos utilisateurs. Cette convergence entre environnement et rentabilité, Nicolas Guérin nous en parle, et puis après je voudrais voir comment, avec vous Cyril Delaborde, comment elle s'applique sur le terrain, puis on va parler d'avenir également. On retrouve Nicolas Guérin une dernière fois. C'est pas que technologique, c'est aussi s'assurer que les gens vont continuer de vivre dans cet écoquartier pour longtemps. On va donc assurer la police, on assure évidemment tout ce qui est maintenance, l'électricité, la production énergétique. On assure également l'animation, et ça c'est un point fondamental. Il est important pour nous que la rentabilité de nos opérations et le développement durable fassent cause commune à un moment donné. On a quelques grands axes quand on développe un quartier de régénération. C'est d'une part définir quel type de commerce on va vouloir et comment on va les organiser dans notre projet urbanistique. Et non pas... Et le commerce n'est pas une conséquence d'un projet avec des pieds d'immeubles qui restent alloués, c'est absolument l'inverse. C'est-à-dire qu'on tourne tout l'urbanisme autour du commerce, autour de pôles. Et il ne faut pas voir le côté mercantile, là, pour le coup du commerce, dans l'aspect développement durable, mais aussi le côté je crée de la vie. Je crée un environnement qui fait que les gens ont envie de venir. Ce qu'on veut, c'est vraiment créer des centres-villes. Et donc le placemaking, finalement c'est un art que les Anglais ont inventé d'une certaine manière, puisqu'ils arrivent quand même à créer ces buzz dans leur quartier, qui sont liés par exemple à la proximité à la présence de pubs, à la présence de restaurants, mais c'est aussi lié à une nature différente. Les Anglais sortent beaucoup. Ils ne vont pas forcément dîner chez eux, ils vont dîner à l'extérieur. Si on arrive à créer cette vie sur le long terme, on va inévitablement avoir une augmentation des valeurs financières, des valeurs de vente, des valeurs de location, qui va générer finalement des valeurs foncières supérieures. Et comme on a un partenariat, on va dire à 50-50 avec la ville va récupérer 50% de toute la valeur ajoutée qu'on peut générer dans ce projet. Alors, est-ce qu'on va faire du placemaking au sein de l'éco-village des Noé ou ailleurs en France, Cyril Delaborde? Vous traduisez, s'il vous plaît? Le placemaking, apparemment, d'après ce qu'il explique, c'est cette capacité à créer de la vie au sein d'une place qui, en même temps, permet de créer du business et de faire converger l'écologie et la contrainte économique. C'est cela? Il m'a piégé. En fait, c'est pas ça le placemaking? Si, certainement. Peut-être on pourrait se mettre une petite vue du projet. C'est la première diapositive qui permettra d'illustrer un tout petit peu le projet dont on parle.
On est vraiment sur un quartier de vie, pas sur un quartier, il n'y a pas d'activité de commerce ou de bureau. Voilà. Donc le concept de placemaking, je ne le trouve pas vraiment au sens business. Il y a un tout petit peu de... Voilà, il y aura un commerce bio, il y a des jardins maraîchers, mais enfin, la dimension d'activité commerciale et industrielle est quasi inexistante. Dans notre projet, c'est d'abord un quartier, un lieu de vie, où la vie sociale du quartier prendra forme. C'est autour des équipements communs, qu'ils soient publics ou associatifs, la halle bio qu'on met en place, la crèche, les jardins familiaux, le parc paysager. Et voilà, c'est là qu'on veut faire naître la vie du quartier. Mais s'il n'y a pas de commerce, le risque, c'est pas la cité dortoir un petit peu, finalement? Mais on se place dans une ville existante, donc on ne recrée pas une nouvelle centralité urbaine d'un point de vue commercial, etc. Parallèlement, un centre existe, le maire est en train de développer d'autres opérations à vocation commerciale. Donc voilà, on est en même temps en train de s'intégrer dans un tissu urbain plus global. Alors là, vous montrez une vue, c'est le site, on est beaucoup moins avancé, on est en travaux. On a transformé complètement le site parce qu'on le voit là pour recréer un espace paysager, environnemental de qualité. Il y a un gros travail de mouvement des terres pour, comme je l'ai dit, jouer avec l'eau, jouer avec l'air et la faire rentrer dans une partie du parc paysager. Vous évoquez un tout petit instant la question préalablement là, de la façon de travailler à la fois sur tous ces concepts et en même temps de préserver un certain nombre de contraintes économiques. Si on revenait à la diapo du départ, c'est là oui, ou la toute première. On voit simplement qu'avec l'architecte, le travail qu'on a fait ensemble, puisqu'il y avait des contraintes économiques à prendre en compte, a été de chercher des formes architecturales et de logement assez simples. Les volumes sont simples et c'est là qu'on a cherché de l'économie de projet. Hein. On a parfois une architecture un tout petit peu dispendieuse dans des développés de façade, etc., qui a un intérêt visuel, mais qui coûte économiquement et écologiquement. La première vertu d'un bâtiment pour qu'il soit performant thermiquement, c'est qu'il soit bien isolé. C'est évidemment plus facile s'il est relativement compact que s'il a des développés de façade très compliqués. Voilà, ça c'est le travail qu'on a fait avec l'architecte, vraiment commun, ayant un sens économique, écologique. Et pour le reste, où on a investi ensemble, et c'est le bailleur au final, hein, qui est l'investisseur financier, c'est sur la qualité des matériaux, matériaux de façade en particulier, en utilisant assez largement le bois, le zinc, l'ardoise en toiture, pour qu'on ait des choses qui soient agréables et durables. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que sur Ushuaïa TV, à partir du 27 octobre, en partenariat avec Bouygues Immobilier, justement, vous pourrez découvrir un très beau documentaire consacré à la ville durable en France, avec effectivement ces moyens de faire converger les contraintes économiques et environnementales. On me signale effectivement qu'il faut arrêter là. Un autre atelier va prendre la suite. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous, messieurs, d'avoir apporté votre expertise, votre témoignage. Et rendez-vous à la fois pendant la conférence du climat sur l'antenne d'Ushuaïa TV et en live au Bourget et un peu partout dans Paris. Merci à vous.